Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'excellent chapitre 952 de One Piece. Alors, 53, ça commence génial, c'est super. Alors, bien sûr, avant tout, il faut que je vous annonce, pour ceux qui ne sont pas au courant, One Piece Stampede sort bel et bien en France, au cinéma. L'avant-première est dans je ne sais plus combien exactement de salles en France, mais ça commence le 12 septembre. Il y a apparemment une seule projection ce soir-là, 2 au Grand Rex, il me semble. Je vous laisse toutes les informations dans la description pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, et pour ceux surtout qui n'avaient pas les news. Donc, voilà, c'est génial, la hype est présente. Je peux pas vous dire où je serai présent et si je serai présent. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Je pense pas, j'ai d'autres projets à ce moment-là. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, je vous tiendrai quand même au courant si jamais, il n'y a aucun souci. Alors, si ça vous prend un tout petit peu de cours et que du coup, les places sont sold out pour la plupart, il y a un concours sur Twitter de Team Manga. Alors, j'ai aucune affiliation particulière avec, c'est juste pour vous partager ça avec vous, qui donc fait gagner 2 places pour One Piece Stampede justement au Cinoche sur Twitter. Donc voilà, je vous laisse le lien du concours et comme ça, si ça vous intéresse, faites, et puis de toute façon, ça sera rentable autant pour vous que pour eux. Donc voilà, alors je vais pas mal regarder parce que j'ai quelques problèmes d'enregistrement en ce moment, mais normalement c'est bon, on a réussi à faire une intro pas trop longue, on va continuer comme ça. Je vous remercie comme d'habitude de votre soutien et on va pouvoir commencer cette fameuse petite review. On retrouve directement un flashback de Kawamatsu, tout est centré sur Kawamatsu dans ce chapitre, ou du moins en grande partie. Alors on le retrouve très émotif, ce qui est totalement bizarre, enfin pas totalement bizarre, c'est que ça change comparé à ce qu'on a pu voir dans le dernier chapitre où il était très... c'est quand même relativement stoïque. On va pas se le cacher. Et là, on le voyait très émotif dans l'état qui se mettait quand Iori est parti et que justement, il lui avait écrit cette fameuse lettre en disant, comme quoi, voilà, elle voulait se débrouiller entre guillemets seule et plus être un fardeau pour lui. On l'a vu vraiment anéanti et c'est vrai que ça fait un gros contraste avec la façon dont on l'a vu dans le dernier chapitre. Donc oui, je dois avouer que dès le matin, ça m'a fendu le cœur de le voir comme ça. Mais vraiment, je suis content et je trouve ça cool qu'Oda ait un traitement un tout petit peu différent des autres fours rouges pour Kawamatsu. Je sais pas si ça sera pareil pour tous les autres à un moment ou l'autre, mais vraiment, là, d'avoir un traitement pareil pour ce personnage, je pense que, ouais. Et de toute façon, pour tout ce qu'il nous apporte dans ce chapitre, je veux dire, ça vaut vachement le coup. Alors, Zoro, toujours en quête de son chou-sui pris par le fameux Gyokimaru, il se retrouve un talent inné pour l'orientation. Alors le type, il a jamais été capable de trouver sa droite de sa gauche, de même continuer tout droit pour aller d'un point A à un point B. Et là, on sait pas ce qui lui arrive, d'un coup, il est capable de suivre une piste. C'est vraiment ça. Wano, ça gagne Zoro de ouf. Voilà, il se sent chez lui, il se sent orienté. Peut-être ça sera l'explication d'Oda, vu que Wano est la maison mère de Zoro. C'est qu'une théorie, bien sûr. C'est pour ça qu'il se retrouve aussi facilement dans ce pays. Ça, je vois que ça, c'est pas possible autrement. Alors du coup, on en apprend un peu plus. Là, c'est vraiment toute la grosse partie flashback de Kawamatsu. On apprend toute son histoire, l'histoire de Gyokimaru, et c'était touchant. Alors déjà, on apprend que ce fameux Kawamatsu était prêt à se seppuku s'il était arrivé quelque chose à Iori. That's my boy. Ça, c'est mon petit Kawamatsu qui était prêt à se ôter la vie s'il avait failli à sa mission. Putain, c'est vraiment... Putain, j'adore ce perso, c'est un truc de fou. Franchement, de le voir aussi dévoué, etc., je sais pas. Je sais que toujours, beaucoup ont du mal avec son design, mais franchement, pour moi, c'est l'une des meilleures surprises de Wano pour le moment, en tout cas. Après, c'est toujours dans l'esprit samouraï, et normalement, il n'y a rien d'incroyable à ce que les samouraïs se seppuku s'il faillit à quelque chose. Mais voilà, de voir ça comme ça pour la personne que je connais, on trouve toujours ça badass, c'est obligé. Bon, alors là, désormais, tout s'enchaîne. On va essayer d'aller, entre guillemets, un peu vite, parce que vous avez lu le même chapitre que moi, et donc je vais pas vous refaire toute la même histoire, détail par détail. Donc on apprend que les régions de Ringo et Akumai étaient dirigées par le célèbre et puissant clan Shimotsuki. Donc Shimotsuki, retenez bien, mais retenez aussi les 2 adjectifs, où c'est dur dès le matin, célèbre et puissant. Le daimyo Uchimaru, qui donc contrôlait ces 2 régions, était souvent accompagné, était même tout le temps accompagné d'un renard comme compagnon. Donc là, notons les 2 silhouettes, mais notons surtout la silhouette du daimyo. Ouais, vous voyez où je veux en venir direct, je sais, je vous vois à travers la caméra, je sais très bien où vous voulez que je veux en venir, que je ne sais plus ce que ça veut dire, que ma phrase veut rien dire. Ouais. Donc Ringo était ultra en gros importante pour la culture de Wano Kuni et des épéistes et de culture samouraï, tout simplement parce que c'était là-bas qu'étaient enterrés la plupart des épéistes avec leurs sabres qui constituaient finalement leur pierre tombale. Donc c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Et donc ça constituait surtout un cimetière de sabres dont certains étaient des meito. Les meito, n'oubliez pas, ce sont des lames, on va dire, de renom. Des lames qui sont
qui se distingue d'un sabre normal, on va dire, d'un katana normal. Et c'est surtout que là-bas que le fameux renard qu'on avait vu en tant que silhouette aux côtés de Uchimaru vivait et protégeait les tombes des samouraïs. Et c'est ce qu'a donc fait finalement Kawamatsu par la suite, pour vous épargner tout le reste de l'histoire, qui était d'ailleurs très belle. Franchement, l'histoire entre Kawamatsu et Onimaru, elle était vraiment jolie comme tout en fait. C'est un adjectif très, on va dire, vieux, mais elle était jolie comme tout. Kawamatsu a donc fait de même et a pris le fameux pseudo de Gyokemaru. Donc là aussi, comment ça se fait Gyokemaru, mais on connaît déjà Gyokemaru. Nani. Cependant, tous ces sabres constituaient quand même un potentiel de défense assez incroyable, étant donné que le shogun Orochi avait interdit le port d'armes dans toute la ville. Donc ces sabres étaient importants et surtout étaient souvent sujets à être volés par les pirates de Kaido. Donc ils se sont mis à les protéger et surtout à les garder en vue d'une éventuelle rébellion. On sait jamais, vous savez, un pirate élastique avec des tongs, des tatanes, un chapeau de paille qui vient éventuellement libérer le pays des samouraïs, tout ça on sait jamais ce qui peut arriver, et qui pourrait donc servir éventuellement à mener une sorte de rébellion avec ce fameux type. Donc la rébellion des samouraïs. Donc tous ces katanas ont dû être récupérés, gardés et entreposés en vue d'une rébellion. Onimaru et Kawamatsu ont donc noué finalement un lien très fort jusqu'à ce que Kawamatsu se fasse, et là franchement pour le coup c'était très con, bêtement capturé à la capitale lorsqu'il allait chercher de la nourriture. Alors moi qui avais imaginé des scénarios de ouf pour la capture de Kawamatsu, le mec s'est simplement fait choper en capitale. Bref. Zoro, Kawamatsu et Iori tombent donc sur ce fameux coin où sont entreposés des milliers de katanas parfaitement rangés et entreposés. Chose qui a été accomplie par une seule et même personne, le fameux Onimaru, le petit renard qui accompagnait Uchimaru ainsi que Kawamatsu et qui se nomme donc désormais aujourd'hui Gyokemaru. Il y a beaucoup de Maru tout ça, mais wow. C'était tout simplement génial, c'est tellement doux et beau comme histoire. Finalement, t'as ce petit renard qui, du coup on va en reparler, vous inquiétez pas, hein, là on est que dans la partie narration, pas dans la partie théorie. Ce petit renard qui était finalement là pour protéger tout ça, qui a fait que ça finalement toute sa vie, et qui se trouve être le fameux Gyokemaru, le moine guerrier du pont du Malandrin. Ouais, c'était assez inattendu finalement. Mais ce n'est pas tout, puisque le chapitre se termine d'une certaine façon, puisque Iori dit à Zoro qu'il doit rendre Shushui à Wano Kuni, c'est un bien du pays, c'est le trésor national, et donc en échange, s'il rend Shushui à Wano Kuni du moins, elle lui donnera le sabre de son père, Oden, le katana de son père, Enma, la seule lame qui a été capable de blesser Kaido, le dragon Kaido. Et là ça met mal, là ça met très mal. Et donc c'est la fin de cet incroyable chapitre, et maintenant nous allons voir un peu, écoutez, les théories. Donc le fameux Gyokemaru est bel et bien le renard qu'on a vu Onimaru. Alors ce qui est étonnant, c'est que est-ce que du coup Gyokemaru, donc le moine qu'on a vu, a le Zoan du renard ou pas? Parce que c'est vrai que c'est assez intriguant. Le renard ne semblait pas avoir... De toute façon, Kawamatsu n'a pas reconnu la forme humaine de Gyokemaru. Donc, ça veut dire que soit il se cachait, soit il a gardé, donc il restait en tant qu'animal tout le temps, chose qui n'est pas forcément pratique, soit il a mangé du coup un fruit du démon lié donc à l'humain, un peu comme Chopper finalement. Et donc voilà, en fait de base c'est juste un renard en fait. Et je pense que Gyokemaru de base c'est juste un renard finalement qui s'est transformé, ou alors il n'avait aucune connaissance des fruits du démon et comment l'utiliser, mais c'est juste un renard qui a mangé un fruit. Peut-être pas de l'Oni, parce que je sais pas quelle apparence peut réellement avoir Gyokemaru. Je dirais pas de l'Oni, mais je sais pas encore réellement. Faut que j'analyse un peu mieux tout ça. Ça me paraît être une bête qui a mangé un Zoan finalement humanoïde. Mais voilà, pour Gyokemaru, ça explique pourquoi il a reconnu Kawamatsu, etc. C'était génial. Et là, la fameuse ombre, donc Ushimaru, c'était le daimyo de Ushimaru Shimotsuki, donc le fameux clan Shimotsuki. Vous savez que j'ai relié il y a pas si longtemps tout ça avec Ryuma, avec Tonoyasu, etc. Bref. Ce fameux personnage qui a la silhouette juste à l'ombre nous a tous fait penser au père de Zoro, on va pas se le cacher, enfin entre vous et moi il y a personne d'autre là dans la pièce, dans la salle, on sait très bien que quand on a vu la silhouette à côté du renard on s'est dit mais le type c'est le père de Zoro 100%,
Alors déjà trop de ressemblances, ce qui semble être physique, et surtout tout colle avec ce que j'avais dit dans la révélation des news sur Ryuma, il y a de ça un mois. Je vous laisse une fois de plus le lien de cette vidéo en description, du timecode précis pour que vous puissiez voir, ça dure 1 minute, 2 minutes. Mais quand même, je disais que Zoro et Ryuma pourraient avoir donc un espèce de lien de clan ou et un lien de familial, tout comme avec Tonoyasu à travers le clan donc Shimotsuki. Donc pour moi, ce chapitre encore confirme que s'il y a vraiment une telle ressemblance, rien que déjà sur l'aspect de la silhouette, entre le personnage Ushimaru et Zoro, et que ce même mec venait du clan Shimotsuki, donc le clan où venait Ryuma et où venait Tonoyasu. Tonoyasu qui, je vous rappelle, avait traité Zoro de jeune maître au début. Pour moi, voilà, ça me semble vraiment assez explicite que pour le coup, Zoro soit le fils, éventuellement, de ce daimyo. Et ça serait incroyable. En plus, dans les dates, ça colle énormément bien. Et ça, on va, je pense, en reparler encore un petit peu. Mais ce n'est pas tout, parce que ce que je disais dans cette vidéo, et ça c'était parfaitement théorique, je disais que si ce lien s'affirmait entre Zoro et le clan Shimotsuki, qu'il y avait vraiment quelque chose, un lien familial ou un lien de clan ou quoi, alors dans ce cas-là, tout comme Ryuma qui avait dans sa jeunesse coupé la tête d'un dragon, Zoro, lui, pourrait donc être celui qui pourrait éventuellement briser les écailles de Kaido, ou du moins faire en sorte d'aider Luffy dans cette tâche. Et quand dans ce chapitre, j'ai lu que donc la fameuse petite Iori voulait donner le sabre qui était le katana qui a été le seul capable à blesser Kaido, je me suis dit mais là tout colle. C'est une théorie finalement, oui c'est juste une parcelle de théorie qui colle avec tout ce que j'avais dit avant même que ce soit révélé en fait. Et alors je m'estime pas du tout oracle du tout parce que ça se trouve ça sera pas du tout ça se trouve que le mec ça sera pas du tout le père de Zoro, il y aura aucun lien entre les Shimotsuki et Zoro, mais quand même. Là je pense que du coup je suis très hypé donc j'ai peur de m'emballer, mais il y a quand même beaucoup de liens assez intrigants. Donc le fait que voilà le fameux Zoro veuille faire ça pour Kaido, que du moins Oda ait mis ça en place, c'est que ça fait vraiment encore plus ce lien avec Ryuma qui avait découpé ce fameux dragon quoi. Puis ce daimyo encore une fois, donc Shimaru qui était toujours accompagné d'un renard, c'est quand même assez ironique que Zoro en espagnol ça veut dire justement renard. C'est un petit détail, vous voyez, c'est pas grand chose, mais quand même, ça rajoute un petit peu de poids dans cette mini-théorie. Bon, et concernant Enma, le nouveau sabre de Zoro, comment est-ce possible que ce seul sabre soit capable de blesser Kaido plus qu'un autre? Alors moi je pense qu'il s'agit déjà d'une lame noire à la résistance incroyable, peut-être que justement elle a un caractère bien précis, que c'est une lame peut-être dont les dragons ont la faiblesse, d'une certaine manière, vous savez, tout ce qui correspond au katana, au sabre, il faut y faire très attention parce que, comme j'ai toujours dit, je pense que chaque arme de ce style a une âme en elle et donc a une personnalité, a un caractère et a des capacités que d'autres auront pas ou auront différentes. Donc pour moi le fait que Kaido subisse ça de cette lame en particulier, c'est peut-être parce que justement il y a une raison derrière tout ça. Je pense vraiment que c'est une lame noire, surtout si finalement Zoro récupère Enma et redonne Shusui, ça veut dire qu'il va donner une lame noire pour en récupérer une autre. Ou alors, du moins, peut-être elle va devenir lame noire au fil et à mesure de Wano Kuni. Au fil et à mesure, pas mal. Donc oui, ce sabre va remplacer Shusui parce qu'il peut pas en remplacer une autre, il peut pas remplacer le Wado Shimonji parce que c'est trop emblématique pour lui, il peut pas remplacer le Kitetsu, je me rappelle plus quel truc c'est, quel grade c'est de Kitetsu, c'est le troisième, bref. Parce que de toute façon, Zoro il va sans doute, s'il change de Kitetsu, il en aura un plus puissant, il va pas finalement virer son Kitetsu alors que c'est sûrement lui éventuellement qui est à l'origine des Ashura. Bon alors pour ce fameux sabre Enma, j'ai regardé du coup 2-3 petits trucs à ce sujet et je pense que déjà bon pour posséder un tel nom, je suis sûr à 90% qu'il s'agit d'une lame donc haut gradé, notamment un Seijo Owazamono, une des 12 grandes lames, surtout qu'il est considéré comme un katana légendaire donc c'est pas rien. Et puis surtout l'appellation Enma m'a beaucoup intéressé. Enma c'est le dieu bouddhiste gardien des enfers, donc déjà ça colle bien avec le thème de Zoro, c'est surtout le nom japonais de Yanluo Wang qui est aussi un dieu chinois et surtout donc le dieu des enfers. Alors ça serait un peu lourd de vous traiter ce sujet en profondeur dans une review, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à noter, comme par exemple que ce roi des enfers dirige un groupe de démons représentés avec une face animale, ce qui m'a donc fait penser aux nombreuses techniques de Zoro liées aux animaux qu'on n'a jamais trop réellement pu expliquer, mais voilà, le démon corbeau, le gorille, le tigre, le dragon, bref, il y a toujours une question d'animaux dans la représentation des techniques de Zoro. Plus que sur n'importe qui d'autre. Ou encore même que ce personnage est représenté par Yama dans l'hindouisme, qui est le premier à avoir fait l'expérience de la mort,
Ce qui peut, à mon avis, soit sous-entendre une éventuelle fake mort de Zoro, ou dans Wano Kuni ou quoi que ce soit, donc ça serait éventuellement le premier Mugiwara à mourir, mais pas totalement, c'est très bien qu'il va pas mourir. Ou alors, tout simplement, ça ferait écho au sacrifice sur Trailer Bark qui devait signer la mort de ce dernier, parce que sur Trailer Bark, normalement, Zoro n'était pas censé survivre, et ça aurait été lui qui aurait signé la première mort de Mugiwara, mais qui s'est pas réellement déroulée, parce que le mec c'est un monstre. Voilà. Bon, alors ça reste des liens faciles, pas réellement approfondis, j'ai pas vraiment cherché là-dessus, je pense que le sujet mérite d'être traité plus tard à l'avenir sur la chaîne. Mais Oda n'a pas fait ça par hasard, il a pas donné un nom pareil pour un sabre pareil au pif. Non. Alors ce qui m'a fait rire, c'est que du coup j'avais fait une théorie sur Zoro avec comme titre le roi démon, et finalement on apprend qu'il va avoir le sabre qui a comme nom finalement le roi des enfers, ou le dieu des enfers. Si j'avais su. Donc voilà les bros, bah c'est comme ça que se clôt finalement cette review, c'était assez incroyable, je suis très hype pour la suite. Alors il n'y a pas de pause la semaine prochaine, c'est encore mieux, donc on va pouvoir se retrouver vendredi prochain pour donc une review, pas de souci, il va y avoir une théorie dans les prochains jours, soit c'est ce week-end, ça m'étonnerait parce que j'ai encore beaucoup de boulot à faire dessus et j'ai très peu dormi, soit ça sortira mardi, et donc ça sera une bonne petite théorie qui ça sera une bonne petite théorie, c'est tout en fait. Donc voilà les bros, j'espère que cette review vous aura plu. Merci du fond du cœur de l'avoir regardé. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire différemment, soit sur Utip en regardant une pub ou plus gratuitement, soit si vous commandez sur Pampling et donc en utilisant mon code GOJIRDP pour recevoir donc une réduction et donc que je puisse avoir une petite commission. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, passez un bon week-end, One Piece c'est la vie, peace.